Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Têtes dans le Cloud, un condensé de news tech influencé par l'écosystème Microsoft et animé par des passionnés. Épisode 8, petit comité. Aujourd'hui, c'est le pont, c'est les vacances, on a perdu des personnes en route, on le savait, et puis en fait, on n'avait pas du tout. C'est pas grave, les news restent là, donc ça va être un peu un gros mix de news pour cet épisode de vacances. Et au bureau pour les téméraires chez vous à nous écouter tranquillement. Attention, c'est la tempête aujourd'hui, donc fermez bien les fenêtres et écoutez-nous bien. Quand il y a tempête, il y a Quand il y a tempête, il y a raclette. Ça y est, on va lancer une nouvelle chaîne. Néanmoins, pas mal de news. Et puis surtout, on tenait à garder cet épisode parce que il y aura bientôt un spécial Ignite qu'on couvrira. On verra encore si c'est du live ou sera un débrief le lendemain. Mais voilà, on voulait pas décaler le programme. Donc c'était important de maintenir celui-là. C'est l'épisode 8. Et du coup, aujourd'hui, au sommaire, on va parler donc de Microsoft qui vient amplifier la suite Viva. Donc Kevin nous expliquera un peu c'est quoi les nouveaux petits copains qui arrivent dans la suite Viva. Ensuite, on ira sur un sujet un peu R&D, innovation, que Romain nous partagera. Donc avec le projet Silica, on verra comment on peut graver de l'info dans le verre. Non pas dans le marbre, vous l'avez compris. Je vais pas réexpliquer toutes mes blagues. Et puis je vous partagerai ensuite le projet Radius, donc un nouveau membre dans la famille Microsoft Open Source, avec le projet Radius, très intéressant, pas mal de débats autour de celui-là. Kevin, tu nous diras petit bilan de ces derniers mois chez Microsoft. On a eu les tendances, notamment en finance, marché, etc. Et on voit que OpenAI est une IA qui porte ses fruits. On a enfin des premiers retours d'infos sur la stratégie de Microsoft. Et enfin, on finira avec Romain. Alors là, il y a pas mal de choses à mettre. Donc, c'était... c'est le checker. Hein, tu voulais pas que je le dise, mais c'est celui-là. Donc, Power Platform, cocktail de news pour clore l'épisode. Alors, pour démarrer, du coup, Kevin, Viva vient s'enrichir de nouveaux produits, add-ons, fonctionnalités. Dis-nous tout. Tout à fait. Alors, déjà, pour ceux... qui n'aiment pas Microsoft Viva, c'était un peu le fer de lance l'année dernière de Microsoft. Le deal, c'était simple. C'est plutôt, oui, pour ceux qui ne l'ont pas déjà oublié. C'est ça. et en gros, la philosophie de Microsoft par rapport à ça, c'était bon, on propose des outils collaboratifs depuis un certain temps. Maintenant, c'est proposer des outils complémentaires à Microsoft 365 qui vient se focaliser sur l'expérience du collaborateur. Donc, on a déjà perdu Romain. T'as dit Viva, il a disparu. Viva, non. Il pensait, je pense, à un autre slogan, je crois. Et du coup, sur la partie Viva, tu as des outils sur le suivi de la communication, du bien-être des collaborateurs, etc. Donc, et Viva, rappelle-moi, c'est exclusivement dans Teams ou pas du tout? Non, c'est des services dans Microsoft 365 okay. Et tu en as certaines qui sont présentes dans Teams. Mais c'est comme un Word, en fait, c'est accessible en ligne sur le portail Office 365. Dont le fameux Yammer rebrandé qu'on avait, sur lequel on avait fait un épisode. L'un des premiers épisodes. Donc, après, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup moins parler depuis fin d'année dernière, début d'année, avec toutes les annonces Copilot, sauf que ça continue à s'enrichir. Et là, il y a 3... Alors, j'ai une question quand même. Dis-moi. Est-ce que ça se déploie chez les clients? Ça se déploie chez les clients. Alors, en France, des retours qu'on a eus, c'est que c'est plus compliqué. Parce que, en fait, le marché n'est pas suffisamment mûr, mais il y a des services qui tirent un peu leur épingle du jeu, comme Viva Connexion, par exemple. Viva Engage, du coup, d'office, pour les personnes qui utilisaient déjà Yammer à l'époque. Mais des outils qui, en mon sens, montrent vraiment la valeur que peut apporter un Viva, type Viva Insights et tout, ne sont pas encore assez déployés. Et est-ce que c'est pas lié à une différence de culture? Parce qu'on le sait, la problématique de Microsoft, c'est d'être généraliste, couvrir un peu toutes les cultures. Et on le voit, des fois, les Américains n'ont pas forcément les mêmes usages que nous ou les mêmes intérêts. On a longtemps dit les intranets jolis, par exemple, ils en avaient rien à foutre. Là, et ils préféraient des trucs très efficaces. Et on voit que ces différences-là, peut-être... C'était une culture hyper flagrante où, tu vois, pays du... Chaque intranet, c'est une œuvre d'art avec un... C'est ça. Ça gère un petit peu, mais... Bon, c'est pas loin de ça. On a longtemps eu ça. Ça, c'est un peu calmé. Et quand tu travailles avec des sociétés américaines, c'est là que tu comprends la logique Microsoft de SharePoint autosuffisant. Ouais. Parce que limite, c'est presque trop joli quand tu travailles sur le territoire américain. La page d'accueil SharePoint, que tous les Français disent « Ah, mais c'est moche SharePoint ». Non, chez eux, c'est même « Waouh, c'est trop bien ».
it's amazing, t'entends que ça en réunion, donc tu vois une vraie différence de culture. Et puis c'est ça. Et puis comme on parle d'expérience employée aussi, en Europe, on a la chance aussi, quelque part, d'avoir pas mal de régulations sur la RGPD, etc. Et quand tu as des 12 outils comme Viva Insight qui sont arrivés, qui viennent traquer un peu le bien-être des collaborateurs, bah, tout de suite, il y a eu levé le bouclier en mode les données elles sont stockées où, qu'est-ce qu'on traque. Tu définir traquer. Mais c'est ça. Monitorer. Non, mais en France, ça a été perçu comme ça, traquer. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Donc début difficile raisons, pour une partie des briques clés. Et après, il y a Copilot, mine de rien, qui a pris beaucoup d'espace dans l'actualité. Donc moi, il y a eu énormément d'annonces sur Viva, mine de rien, tout au long de l'année. Moi, il y en a 3 que j'ai retenues. La première, qui explique le jeu de mots, c'est Viva Amplify, qui est sorti, qui est en General Availability depuis quelques mois, depuis l'été. La promesse, c'est quoi? C'est que c'est une brique en fait, qui va permettre aux entreprises d'être plus fines dans leur stratégie de communication interne. C'est qu'aujourd'hui, dans une entreprise, tu as plusieurs canaux de communication. Donc, tu peux avoir Viva Engage pour certains, tu as le mail, tu as Teams, tu as l'intranet. Le but, c'est que chaque entreprise ait la possibilité de créer une campagne de communication interne, de faire le message de com et ensuite de publier sur le bon canal, donc les différents canaux qui sont disponibles, et derrière de traquer, suivre l'efficacité de ta communication en fonction des canaux. Et d'avoir un feedback, ça fait un peu penser aux suites de marketing, là, le hibou, je sais plus quoi, où tu es en multi-diffusion, en fait, c'est ça? C'est ça, parce que tu as la même chose aujourd'hui, je sais plus comment s'appellent les solutions, mais tu as la même chose pour une entreprise qui gère sa com sur Twitter, enfin X maintenant, LinkedIn, Facebook, etc. Ça, oui. Tu as fait un message, voilà. Et tu vois quel canal a été le plus efficace. C'est surtout une nécessité parce que, pareil, quand tu reviens, on l'a dit, ça. Le vieux combattant, ces outils, toutes les entreprises les avaient. Mais on parle d'un temps où le budget moyen et je parle il y a une 10-12 d'années, le budget moyen d'un intranet, c'était entre 300 et 500 000 euros. Donc, les entreprises complétaient toujours leurs outils de com avec les outils du marketing. Aujourd'hui, quand tu vois que le budget moyen d'un intranet a été divisé par 10 ou par 20 suivant les secteurs, il n'y a plus ces outils-là. Ça coûte trop cher, en fait, proportionnellement. Et je pense que c'est là où un Viva Amplify a une carte à jouer. Il y a 10 ans, un Viva Amplify n'avait aucune carte à jouer parce que le terrain était pris. Aujourd'hui, il y a un vrai intérêt. Quoi. Puis ça te réaligne un peu les usages de la com externe avec ta com interne. Exactement. Arrête de tout mélanger. Et c'est un peu la même logique. Donc Viva Amplify, ça c'est vachement bien utile et je pense que pour le coup, même en France, tu vois, ça va vraiment décoller cette partie-là. Ensuite, il y a la partie Viva Glint qui a été annoncée. Quand tu m'as annoncé ça dans le sommaire, je ne l'ai pas vu passer, ce Glint. En fait, Glint, c'était un service qui s'appelait LinkedIn Glint. Donc c'est un outil qui existait. Côté LinkedIn, mais Microsoft a racheté LinkedIn depuis un certain temps. Et là, ils ont intégré Glint dans la suite Microsoft 365 et ils l'ont rebrandé en Viva Glint. Et ça fait quoi? En gros, ça sert à quoi? Ça permet en fait de lancer des études, en fait, des sondages à l'échelle de l'entreprise entière sur le fonctionnement de l'entreprise, comment est-ce que tu te sens. C'est des enquêtes en fait qualitatives et quantitatives auprès des collaborateurs. Donc c'est vraiment des enquêtes de satisfaction, d'amélioration continue, etc. Et là où Glint est vachement intéressant là-dessus, c'est que mine de rien, il vient se greffer en fait dans la suite Viva de manière assez efficace parce que dans la suite Viva, il y a un outil qui s'appelle Viva Insights. Donc Viva Insights, lui, il vient suivre en fait les métriques de manière anonyme des différents collaborateurs pour voir dans ton entreprise quel est le bien-être de tes collaborateurs. Est-ce que les collaborateurs travaillent beaucoup trop longtemps en dehors des horaires de travail? Est-ce qu'il y a le droit à la déconnexion qui est respecté? Donc il vient prendre une partie qualitative, il avait la partie quantitative, tracking, monitoring. C'est ça. Et du coup, avec le Viva Glint, c'est que tu vas lancer tes campagnes. Et en fait, cette campagne-là sera ensuite automatiquement comparée avec les données que tu reçois vraiment, des données métriques de Viva Insights. Et il va proposer des plans d'action. Tu reçois ton enquête par quoi? Par un message Teams? Par un message Teams, par email, c'est un lien en fait. Et tu réponds à ton enquête. L'enquête, en plus, est diffusable dans différentes langues. Donc c'est à l'échelle internationale. Tu as de l'intelligence artificielle derrière qui peut analyser les réponses, tu sais, qui sont un peu plus qualitatives, où c'est pas juste des checkbox, c'est des humeurs, des nuages de mots. Et derrière, Viva Glint est capable de proposer les plans d'action que tu peux suivre dans Viva Insights pour justement remédier à certains problèmes que tu as détectés dans l'entreprise. Tout ça, en sachant que c'était quelque chose de peut-être payant dans LinkedIn, ça vient comment s'inscrire dans les licensing, Viva Alors ça vient s'inscrire dans la suite Viva. C'est toujours dans Viva. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines, et c'est là où c'est un peu plus compliqué, c'est que tu as certaines briques de Viva qui sont disponibles dans tes licences Office 365 déjà. Je pense notamment à Viva Engage, Viva Connexion.
tu as certaines fonctionnalités comme Viva Glint, Viva Goals, Viva Insights, qui, elles, pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités, tu dois souscrire à la suite Viva. Okay. Du coup, c'est un add-on complémentaire à ta licence Office. C'est ça. Okay. C'est un peu la même logique qu'un Teams Premium. Tu as la suite Viva à l'intérieur. Et donc ça, c'est vachement intéressant, Glint, parce que du coup, là, il y a un bon trio dans la suite Viva, et je trouve que moi, c'est la valeur ajoutée de la suite Viva tout entière. C'est que tu as non seulement Viva Insights pour tout ce qui est métrique de bien-être, un peu pattern finalement des collaborateurs de ton entreprise, que la partie Viva Glint qui permet de faire une enquête à l'échelle organisationnelle, donc voir comment est-ce que ton entreprise et tes collaborateurs se sentent. Et on sortit un autre outil qui est complémentaire qui s'appelle Viva Pulse, qui lui, au lieu de s'adresser à l'organisation tout entière, ça permet à chaque manager, donc middle management, de sonder son équipe de manière très régulière et de suivre l'évolution de ses résultats, de ses plans d'action tout au long. Okay. Donc avant, les managers, ce qu'ils faisaient, moi de temps en temps, c'est ce que je faisais, j'envoyais des forms pour un peu avoir l'avis de chacun, sauf qu'un forms, en fait, il est unique, tu as le résultat à un instant donné, tu en envoies un autre, je sais pas, le trimestre suivant, et tu dois faire la comparaison manuellement. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on a quand même l'impression que ça... Enfin, si on prend le mot employé experience, on est vraiment quand même dans comment enrichir, mieux suivre, mieux comprendre. C'est ça, ce que tu peux pas résumer l'expérience employée juste avec la collaboration. Ouais. Il faut que derrière, tu suives... Et non plus juste avec les usages. Non, et surtout depuis la période post-Covid, parce qu'avec tout ce qui est télétravail et tout qui est arrivé, en fait, tu as un taux de burn-out, j'en ai parlé dans un autre épisode, qui a explosé en fait un peu partout. Et du coup, c'est des outils qui permettent justement de mettre un... de s'exprimer en fait là-dessus, de s'exprimer. C'est surtout de croiser les infos prélevées avec ce que déclarent les gens, parce que ce que tu vois factuellement. On le voit, c'est que malheureusement, même quand tu dis que c'est anonyme, certaines personnes sont persuadées que ça l'est pas et n'osent pas dire la vérité. Je pense que ça sera un des gros sujets de change à faire sur ces outils-là, c'est de dire voilà ce qu'on récolte derrière, c'est pas toi nominativement qui c'est ça. Et en plus de ça, ce qui est vachement bien fait, c'est qu'il y a plein de garde-fous qui sont mis en place. Par exemple, dans Viva Insights, tu peux pas mesurer en dessous d'un groupe de 15 personnes. Pour pas pouvoir fliquer, et tu peux lever ce seuil-là à un seuil plus important. Voilà, tu peux lever ce seuil-là à un seuil plus important pour des entreprises. Par exemple, tu dis je suis un grand groupe, moi 15 c'est pas suffisant, je veux mettre 100 minimum. 100 personnes, comme ça je suis sûr qu'il n'y a pas de voilà. Et c'est pareil pour Pulse et pour Glint par exemple, si tu as pas un nombre de réponses minimales, t'as pas les résultats. Donc en fait, tu as plein de garde-fous comme ça. Et Microsoft avait annoncé aussi l'année dernière aussi que les données de Viva Insight qui sont maîtrisées déjà sont anonymisées. Ça suit tous les engagements RGPD de la suite Microsoft 365 et c'est hébergé en France. Donc ça, c'est vachement important. Un des enjeux, je vois, quand même, l'enrichissement de la suite Viva, en plus d'Office, en plus de la Power Platform, à un moment dans tous les noms de produits, il va falloir faire un lexique client en disant bon, t'es plutôt Pulse, Glint, t'es plutôt... Par contre, tu vois, quand tu dis le seuil, c'est bien qu'il y ait un seuil de salariés pour pas que ça devienne nominatif, mais ça reprend ce qu'on disait tout à l'heure, la différence entre la vision américaine et française. Ce qu'en français, on appelle le middle management, dans notre pays de la PME, des managers de 3, 4, 5 personnes. Ça veut dire pour avoir 15 réponses, il te faut une équipe de 30, 45 personnes. C'est du produit grosse société. Voilà, c'est aussi ça la cible. Non, mais même, c'est que ça veut dire que tu es plutôt sur quand même du directeur ou du patron d'entité. Ou alors ils te déclineront une offre PME, un de ces quatre. Oui, voilà. Parce que tu vois, finalement, sinon, pour avoir au moins 15 réponses, quand tu sais le taux de réponse, en fait, un middle manager, il n'a pas les 15 réponses et même parfois pas les 15 personnes. Donc, il faudra quand même un jour trouver une solution pour ça, même si il y a de l'humain quand même. Les suites ETI qui sortent de temps en temps, un peu adaptées. On va fermer le sujet, sauf si Kevin, tu voulais rajouter un truc. Copilot, du coup, disponible aussi dans Viva. Copilot est disponible dans Viva aussi. De toute façon, on l'a compris, c'était un peu le message. Copilot va être disponible à peu près partout aujourd'hui. Dès qu'il y a un produit MS, il faut penser à un Copilot qui arrivera demain. Et je pense qu'on fera peut-être un petit focus là-dessus, un de ces quatre, pour voir qu'est-ce que ça apporte réellement à Viva. Ce sera ça qui sera intéressant. En tout cas, parfait. On va passer du coup au deuxième sujet. Donc là, base de données, est-ce que je peux dire ça comme ça? Donc, Romain, Silica, projet de R&D de Microsoft, qui nous permet de stocker de l'info. Gros projet. Et en fait, globalement, on va expliquer. Là, il se dit, est-ce que je l'ai bien préparé? Parce qu'il y a des gros chiffres, il y a des grosses infos. Alors, le pitch, pourquoi on va parler du projet Silica? Pour l'introduire, avant de dire ce que c'est. Deux choses dont on a, que je parle souvent, et donc souvent parlé dans cette émission, c'est qu'il y a deux sujets. Le cloud n'est pas infini.
Contrairement à ce que les gens pensent, on arrive aux limites physiques du cloud, vu qu'il n'y a plus de place pour installer des data centers. En tout cas, il y a des limites physiques. Voilà, il y a des limites physiques. Voilà, puisque personne n'en veut à côté de chez lui, globalement. Voilà. Et il y a un autre sujet qui est le GreenOps. Et dans le GreenOps, comme je le dis souvent, le stockage, aujourd'hui, ce n'est que du stockage plus ou moins à chaud, qui est hyper consommateur et polluant. Et comme je dis toujours, la petite anecdote, en moyenne, suivant les solutions, blablabla, globalement, au bout de 2 ans, n'importe quelle donnée stockée, elle vient d'exploser l'empreinte carbone qu'aurait eu une feuille de papier envoyée par la poste. Donc, les deux ensemble, on sait qu'on va dans le mur, globalement. Et donc, il faut faire du stockage à froid et surtout du stockage pérenne. Parce que, globalement, par exemple, le CD et le DVD qu'on a tous cru immortels, quand c'est pas super bien stocké, ça a été, pour la blague, c'est la communauté des joueurs PlayStation 1 qui a détecté le problème et qui, ensuite, il y a des labos qui sont penchés dessus. Les CD et les DVD moisissent. Mais littéralement. Alors, se raye aussi. Alors, non, mais même en dehors de ça, c'est-à-dire qu'au dehors de ça, donc, bien sûr, ça dépend de la qualité de l'industrie, tout ça, mais ça moisit, littéralement, le produit. Est-ce que tu peux expliquer CD et DVD pour les plus jeunes d'entre nous? C'est des Blu-ray, mais il y a moins de trucs dessus. Voilà. Et donc, il faut une solution. Et donc, Microsoft travaille depuis un moment sur ce qui s'appelle le projet Silica, pour graver dans le marbre, on va dire, ou t'as dit graver dans le verre, et là, en l'occurrence, graver dans le quartz. Et l'idée, c'est de faire un stockage. Alors, on t'annonce 10 000 ans de stockage sans détérioration. Bon, le CD aussi. Au bout de 30 ans, 40 ans, on a vu que ça marche pas. Mais globalement, voilà, le quartz, quand même, on sait que c'est quelque chose de solide. Donc, l'idée derrière, c'est quoi? C'est d'utiliser des lasers pour encoder de la donnée de plusieurs couches et en 3 dimensions. Donc, on n'est plus sur des 0, des 1, on est vraiment sur de l'encodage 3 dimensions. Dans des grosses plaques de verre, donc on est au niveau nanométrique. Et l'idée, c'est qu'en plus, tu as la logique même des degrés d'écriture qui est utilisée. C'est-à-dire que c'est pas juste de la data plate comme dans un CD, c'est qu'on joue en 3D avec les angles. Donc tu as une vraie 3 dimensions, c'est X, Y, Z, tout ce que tu veux. Et donc ça te permet vraiment de stocker en masse. Comment tu écris et tu lis, c'est des IA qui s'occupent de la lecture et de l'écriture. Donc ça, c'est génial. Globalement, là, j'ai mis plein de gros mots. C'est quoi globalement des exemples? En fait, ils travaillent, par exemple, certaines personnes le savent, mais dans les pays nordiques, là où il fait très froid, il y a des bunkers qui sont censés préserver tout pour l'avenir de l'humanité. Il y a un bunker pour les graines, etc. Mais il y en a pour de la data. Et entre autres, il y en a un qui avance bien, c'est sur la musique. Et là, en fait, déjà, ils ont réussi à stocker 13 ans de musique. Donc c'est 1 75... je crois qu'ils ont 1 750 000 musiques. Dont ton fameux titre, je suis ingénieur informaticien. Je l'espère. Mais en vrai, voilà, ils ont déjà stocké 1 million, donc 1 million 75 musiques. Ils ont aussi stocké 13 ans globalement de musique principale de la planète. Et donc l'objet, c'est de stocker toute la musique. Durablement. Et ils ont donné... Donc ça, c'est des plaques de verre qui sont pas énormes en plus. C'est ça qui est impressionnant. C'est une plaque de verre, globalement. Voilà. Et ils ont essayé, on s'est dit, si on voulait aussi conserver les films. Parce que globalement, on a un vrai problème. Les vieux films, c'est des bobines qui brûlent, qui sont perdues. Voilà. Et donc, ils ont pris l'exemple d'un des rares films qui est reconnu comme un chef-d'œuvre planétaire pas trop contesté. C'est le premier Superman, qui date d'il y a très longtemps. Et lui, tiens, c'est simple, ils disent sur un dessous de verre. Donc, je pense un dessous de verre américain. Mais c'est un dessous de verre. Ils ont stocké l'intégralité de tous les rushs et de tout ce qui a été filmé pour le premier Superman. C'est quoi la durabilité? 10 000 ans, ils annoncent. 10 000 ans annoncés. Voilà, 10 000 ans annoncés. Voilà, et donc globalement... Belle promesse. Belle promesse, c'est pas mal. Et encore, ils disent 10 000 ans, ils ont dit, c'est pas du hasard, mais bon, c'est globalement, c'est ce qu'ils estiment, mais on est sur du verre gravé. Et qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour dire ça? C'est tout simplement l'archéologie, c'est-à-dire que tu retrouves par rapport à des choses que l'archéologie a retrouvées sur différents matériaux et supports, on a vu comment ça s'est dégradé. Sur des trucs stockés dans la terre. Voilà, des trucs qui ont été après gravés au burin, tout ce qu'on veut, mais ils se disent, ok, si des trucs faits artisanalement par des humains... ont survécu 2000 ans. On peut s'imaginer que quelque chose comme ça, moins les technos nécessaires. Et par contre, on est d'accord, Romain, on n'est qu'en lecture. Alors, lecture-écriture. Alors, tu vas pas réécrire, bien sûr. On n'est pas sur une logique d'effacer, réécrire un contenu.
Et je dynamiquement. peux interagir. Alors, on parlait du search, etc. Je pourrais aller chercher demain de l'information sur ces bases-là. Alors, pour l'instant, sur ces Glass database, du coup. C'est ça. Alors, c'est là pour l'instant où il y a des points. Ils sont encore à 3 ou 4 étapes de la mise en commercialisation. Donc, temporalement, ça peut être 6 mois comme 4 ans, globalement. Qu'est-ce qui va? En termes de maintenance, ils ont dit, c'est super, c'est du verre, à moins de... produit lave-glace. C'est ça. Et à moins de le stocker au bord de l'Etna, globalement, ça se passe bien. Et on s'est dit, bah tiens, si il le stocke en Arctique de mémoire, ça va plutôt bien se passer. Là, le verre, ça craint pas trop dans un bunker, voilà. La lecture est assez simple, en vrai. C'est globalement des IA et du machine learning qui reconstituent la lecture. Donc, t'es quand même pas en train de... Donc, c'est l'espèce de caméra un microscope. Globalement, vulgairement, c'est ça. Okay. Alors, on n'est pas sur lire un système de fichiers classique, tu vois. C'est vraiment du stockage à froid. C'est-à-dire, je sais que l'information, elle est stockée sur tel bloc de verre. Donc, le bloc de verre doit être monté, doit être chargé et doit être transcrit dans quelque chose qu'on a l'habitude de lire. Donc, t'es pas sur de la lecture, toi, sinon t'es plus sur du stockage à froid. Si tu veux utiliser tes moteurs de recherche, tes index, on retombe dans les travers de la recherche à chaud. Donc, il va y avoir des index de lecture, un peu, on dit, ok, c'est où c'est rangé, 3e boîte en bas à gauche. Bon, on se doute bien que ça va être des robots qui vont aller chercher les plaques de verre, et puis tu vas attendre le temps que ça charge. Et aujourd'hui, ce qui freine, c'est pour ça que c'est utilisé qu'avec des labos de recherche ou des projets de stockage pour l'avenir, c'est le coût de l'écriture. Utiliser des nanolasers pour stocker, pour écrire en 3 dimensions, en simultané avec des angles, voilà, là on est sur du matos, c'est pas encore la PME du coin qui va faire son stockage à froid. Mais ce que j'aime bien, en effet, c'est un peu le contre-courant par rapport au cloud aujourd'hui, et de se dire, voilà, il y a des choses qu'on va vouloir stocker longtemps, mais pas à n'importe quel coup. J'aime bien la vision, en tout cas, comment tu présentes l'enjeu. On visualise plutôt bien ces espèces de gros bunkers de vitres rangées, voilà, un peu la galerie des glaces, qui serait demain la bibliothèque d'Alexandrie, globalement de l'humanité. J'aime beaucoup cette image. Et puis, le 10 000 ans annoncé. Alors, puis tu as même une notion de place, parce qu'en fait, ce qu'ils te disent, c'est que si on a mis l'intégralité des rushs de Superman sur quelque chose sur ça, quoi, même pas sur ça, ils te disent, l'intégralité de la musique de la planète, ils estiment un petit bloc. C'est un petit bloc, en fait. Ouais. C'est pas énorme, en fait. Parce qu'en plus, ils te disent, souvent, on pense 2D, c'est-à-dire plus le support est grand, plus on met. Mais attention, en 3D, vu que c'est de l'écriture et stockage en 3 dimensions. Donc la démultiplication des capacités sur un espace réduit d'écriture, elle est dingue. Sur 2D, t'es juste sur du plat. Demain, t'auras plus un as à la maison, t'auras un espèce de... Et l'avantage, c'est que c'est une petite vitre. L'avantage, c'est qu'en plus, c'est pas énergivore. Ah bah là, c'est pas du tout, puisque c'est fait pour être du vrai stockage à froid. Alors la blague, Slide Trade avec la Norvège. La lecture. La conso, finalement, de tout l'engine qui va venir lire, finalement. Alors, qui va lire, oui, mais tu ne vas pas lire tous les jours. Oui. Et c'est pas branché en continu. Et c'est pas branché en continu. Il n'y a pas besoin d'alimentation, pour l'instant, il n'y a pas besoin d'alimentation électrique. Donc tu fais juste... puis en plus, comme ils disent, eux, pourquoi ils travaillent aussi avec cet organisme? Alors déjà, c'est bien pour la planète, mais globalement, c'est aussi, on va stocker dans un bunker au fin fond, dans la glace, quoi. Donc... On va fermer le sujet, Romain, parce que je vois le temps et le rappel à l'ordre d'Antoine qui nous dit qu'il faut tourner. On a d'autres sujets à traiter. Il y a une question. Est-ce que c'est plus rentable financièrement? Alors actuellement, justement, c'était la réponse sur la partie commerciale. En termes de maintenance, oui. En termes de lecture, il y a débat vu qu'on c'est pas une donnée qu'on va lire tous les jours. Mais pour l'instant, les outils de lecture à l'échelle d'un data center sont rentables financièrement. Là maintenant, c'est plus que rentable parce que on entrepose du verre dans un bunker, donc ça veut dire que voilà. Par contre, aujourd'hui, ce qui bloque la commercialisation, c'est l'écriture. L'écriture aujourd'hui n'est pas rentable financièrement. C'est globalement une poignée de laboratoires sur la planète. Pour l'instant, un laboratoire qui sait le faire. On n'est pas dans l'économie d'échelle encore en termes de disponibilité des technos. Quoi. Voilà. Par contre, en termes de maintenance, donc il y a un côté... Le stockage sera rentable. Il y a un côté green qui est vraiment... Par contre, on aura un problème financièrement. On a un côté FinOps qui est rentabilisé sur le stockage et la lecture. On a un côté green qui est plus que rentabilisé. Par contre, en effet, aujourd'hui, les technos utilisés pour écrire, ça va pas. Donc maintenant, ils ont aucun doute sur le fait que ça va... Si ça représente un intérêt pour tout le monde, on va industrialiser ce genre de laser, j'imagine, et ça le deviendra demain.
On va passer à un nouveau sujet, donc dans les projets intéressants un peu de R&D. Donc on a eu l'annonce là fin octobre du projet Radius. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Pas du donc, tout, nouveau membre notamment des produits open source mis à disposition par Microsoft. Alors, pourquoi j'aime cette news? Pas pour l'aspect technique, parce que ça, je pense pareil, on fera un petit focus plus tard, et puis on ne sait pas beaucoup de choses à ce stade en vrai. Mais c'est aussi pour reparler de la politique open source de Microsoft. C'est vrai qu'on a toujours l'image de l'éditeur, de forcément, on est chez Microsoft, tout ce qu'on consomme est payant via une licence, on connaît un peu. Et pourtant, il y a une vraie stratégie open source. C'est pour moi aussi l'occasion de rappeler que je crois que depuis 2014, notamment .NET, l'environnement de développement, est open source chez Microsoft. Donc, ce qui était un produit d'entreprise a été mis à disposition de la communauté. Que du coup, l'open source, enfin, Microsoft investit majoritairement sur l'open source. Alors, ça, c'est le premier contributeur open source. Et notamment pour le développement de .NET, qui est toujours sponsorisé à 80-90% par Microsoft, même si derrière, les validations sont communautaires, etc. Et donc, il y a une vraie démarche communautaire derrière. Mais depuis un certain moment, Microsoft s'est mis à sortir un certain nombre de produits. Donc, on avait vu sur les dernières années, on avait eu Dapper, donc, qui était une surcouche pour tout ce qui est gestion des microservices. On a eu Biceps, qui était un langage déclaratif concurrent de Terraform sur le marché. Et c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui, qui est aujourd'hui une des solutions envisagées quand on veut faire de l'infrastructure as code. Globalement, donc on veut scripter ces environnements Azure et pouvoir les déployer dans l'état dans un état cible qui est toujours le même. Donc aujourd'hui, souvent, on a le choix entre Bicep, Terraform, PowerShell, bien évidemment, mais voilà, les aficionados de MS partiront sur Biceps. Et aujourd'hui, donc, on a ce projet Radius qui vient plutôt dans le monde cloud native. Donc, pour ceux qui avaient vu les petites vidéos d'Oussem sur Kubernetes, la conteneurisation, voilà, le fait de déployer des conteneurs avec des environnements tout packagé globalement et notamment pouvoir gérer ce qu'on appelle le microservice, pouvoir compartimenter son application par service pour la rendre modulable et du coup plus évolutive. Donc Radius vient faire quoi? Vient rajouter globalement une espèce de surcouche pour amplifier, en tout cas améliorer ce qu'on va appeler la dev experience. Donc c'est un peu le sujet, c'est aujourd'hui, quand on est développeur, on veut se concentrer sur le fait de faire du code et pas avoir à se dire j'ai des environnements à déployer, j'ai des droits à mettre en place, j'ai des contraintes aujourd'hui, et d'ailleurs l'entreprise veut mettre des environnements templatisés d'un point de vue infrastructure, d'un point de vue gestion des coûts, et gestion des policies, qu'est-ce que j'ai le droit de faire dans un environnement Azure ou pas, tout ce qui est gestion de la sécurité, du monitoring, etc., pour éviter les débordements. Ça, on vient le scripter pour le déployer dès finalement le premier projet et pouvoir le réadapter en fonction des projets un peu en mode marque blanche. Donc ça, c'est la logique que l'on appelle l'infrastructure as code. Ça se fait avec des langages déclaratifs et en gros, on vient expliquer pour tel type de projet, qu'est-ce que j'ai besoin comme environnement, comment je le paramètre, qu'est-ce que je mets dedans comme service minimal, etc. Et globalement, aujourd'hui, donc ça fait partie d'un programme de Microsoft qui s'appelle Microsoft Azure Incubator, ou je ne sais plus, Incubation peut-être, globalement, qui va essayer de pousser comme ça des petits produits à la communauté. Alors pourquoi c'est intéressant pour plein d'enjeux, sans rentrer dans la technique. Chez nous, chez Expertime, on s'intéresse pas mal aujourd'hui aux enjeux du platform engineering, qui est cette logique justement de pouvoir scripter et automatiser ta plateforme de bout en bout. En gros, comment créer une espèce de couche d'abstraction à ton infrastructure. Je veux faire un projet de type application mobile. Idéalement, le lundi matin, quand mon développeur il arrive, il doit avoir tous ses accès, il doit avoir les bons droits, il doit avoir la bonne sécurité, etc. Et ne se poser aucun problème. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les entreprises? C'est que très souvent, j'arrive le lundi et il y a forcément un truc qui marche pas, j'ai pas l'accès, ou le mec côté infra m'a peut-être pas déployé le bon environnement, j'ai pas accès à la source de données. J'ai toujours un truc, ce qui fait que je commence 1 ou 2 semaines plus tard et que mon projet prend déjà 2 semaines dans la vue. C'est pas partout le cas, mais c'est souvent ce qui arrive. Donc le platform engineering vise à créer des espèces de templates de déploiement en disant j'ai un projet de type A, de type B, avec ce minimum d'outils dedans, et je vise à le déployer en clic-bouton, si je vulgarise, assez rapidement. Si je vulgarise, c'est un peu du prêt-à-porter sur les environnements. Tout à fait. Le truc, et du coup, Radius, il vient faire quoi là-dedans?
Alors, Radius, il va permettre de faire ça, donc de gérer tout ce qui est provisioning des ressources Azure avec tout ce qui est enjeu de sécurité, monitoring, coûts, gestion des coûts, au-dessus des conteneurs Kubernetes. Donc, d'ailleurs, ça a longtemps été un des enjeux. Tout ce qui est conteneurisation a été vu comme assez complexe à adresser, hein, notamment quand on n'a pas les compétences en interne, parce qu'il y a du coup toute la partie clustering des conteneurs qui est à gérer, à monitorer, à maintenir. Et on a souvent vu dire que si on n'avait pas les équipes pour les entretenir, il ne fallait pas y aller. De toute façon, quand on voit la liste de gros mots que tu viens de jeter en 30 secondes, tu te doutes bien qu'il faut des spécialistes. Tout à fait. Du coup, là, c'est une initiative qui vise à simplifier ça et à permettre plus facilement le déploiement d'applicatifs sur des conteneurs Kubernetes. Si on s'arrête là, vulgarisation. Donc comme ça, tu as. Ce qui est intéressant, c'est une couche d'abstraction sur quelque chose qui était très compliqué. Voilà. Exactement, et qui est censé l'être moins demain si on veut faire plus d'applicatifs, notamment dans une vision microservice. Ça, c'est l'objectif, la vision. Ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est 3 choses. Première, c'est du produit open source. Et moi, j'aime bien cet enjeu de dire que voilà, Microsoft, malgré tout, continue à mettre à disposition de la communauté des produits qu'ils auraient pu à tout moment vendre en tant que service payant, etc., hein, mais qui seront très certainement très utiles et qui m'amènent sur le deuxième point, qui peuvent être utilisables en multi-cloud. C'est-à-dire que ce Radius permettra de déployer de l'applicatif, peu importe le cloud provider. Azure, GCP, AWS. Donc là, en plus, c'est vraiment de l'open source, façon de parler. Hein, il y a un vrai aspect ouverture de dire, nous, on met à disposition quelque chose à la communauté pour faire plus d'applicatifs et peut-être chez les autres. Le troisième point aussi, c'est que ça sera basé notamment sur Bicep, qui sera là pour instruire la structure de l'applicatif, donc qui est un de leurs premiers projets open source. Enfin, c'est pas le premier. Il y avait eu Dapper avant, mais un des projets open source de l'éditeur. Donc, forcément, on fait en plus de la complémentarité une petite stratégie produit autour de l'open source. Donc voilà, moi, c'était juste un petit clin d'œil. Et je pense qu'il y aura beaucoup d'interrogations sur est-ce que ça sert à quelque chose réellement, est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'il y a de l'adoption, et notamment des débats certainement de comparaison par rapport à d'autres outils peut-être existants sur le marché. Oui. Aujourd'hui, chez nous, on s'interroge beaucoup entre Terraform, Biceps, les avantages, etc. Le vrai enjeu, il est où? Pour moi, je pense, c'est que les entreprises sont de moins en moins mono-fournisseurs cloud. Et je pense que c'est là où il y a une carte à jouer. Fournir du multi-cloud, c'est important. Et donc, je pense que ça, c'est un gros élément. Comme tu l'as dit, il y a plein de solutions qui proposent de l'équivalence de la promesse. Mais moi, je pense que l'enjeu, il va être dans le multi-cloud. Et ça fait un moment que, d'ailleurs, ce sujet du multi-cloud, Microsoft l'avait affirmé, ils avaient sorti, c'était un premier à sortir Azure Arc, qui était une solution qui permettait de monitorer le multi-cloud. Là, on continue sur la stratégie d'ouverture, on ne fait pas les choses à moitié sur l'open source, on met à disposition quelque chose qui peut servir aux concurrents, mais au moins on ne pourra pas dire que Microsoft n'investit pas dans l'open source. Donc j'aime beaucoup cette news. Ça reste aussi aligné avec la stratégie cloud native de Microsoft. On a une grosse accélération notamment du service AKS, Azure Kubernetes Services, donc qui permet de manager ses clusters Kubernetes sur Azure. Donc investissement sur le monde cloud native pour s'affirmer comme leader. Je crois que de mémoire, Kubernetes c'était un projet qui venait historiquement de chez Google. Et pareil, en open source. Donc c'est intéressant. Petit clin d'œil aussi, c'est que d'un point de vue stratégie produit, petit doute sur le nom qui pourra peut-être évoluer, c'est que Radius, c'est le nom d'un protocole réseau. Et d'ailleurs, quand on cherche un peu la news, c'est noyé aujourd'hui sur du Stack Overflow, sur du Microsoft Learn, sur le protocole Radius. Microsoft est très doué pour choisir des noms de produits déjà utilisés. Tout le monde a l'habitude que quand tu entends un nom au début, il va changer 2 ou 3 fois. Exactement. Donc là, alors après, c'est de l'open source, donc en vrai, ça pourrait vivre très bien comme ça avec ce nom et ce doublon. Biceps en plus, Biceps, Radius, tu vois, il y avait une thématique qui était trouvée. Exactement. On pourrait faire des petites devinades sur les prochains produits open source. Je pense. Kubernetes en Cubitus. Cubitus, c'est ça. La totale, on va te faire le squelette humain. Ok, du coup... Bon, je vous arrête là tout de suite. Non, voilà, donc c'était Microsoft, donc Radius à suivre. Je pense qu'on fera certainement intervenir nos experts Azure la prochaine fois pour creuser techniquement et avoir un petit rex de ça donne quoi, est-ce que ça a évolué ou est-ce que dans 6 mois on n'en entend plus parler. Mais je trouvais ça intéressant à vous partager aujourd'hui. Le 4e point, c'était on voulait faire un petit bilan parce qu'on a eu un peu de news de marché dernièrement
Kevin. Donc, on sort depuis janvier là, de 10 mois d'OpenAI à toutes les sauces, dans tous les produits Microsoft. C'est le buzz, c'est l'engouement sur le marché. Quel est du coup le bilan de ces 10 premiers mois d'un point de vue stratégie d'entreprise pour Microsoft? Est-ce que ça commence à payer? Ça commence à payer. Donc, avant de rentrer dans les résultats, déjà, c'est qu'en fait, ils ont pris un peu tout le monde, toute l'industrie de cours par rapport à l'intelligence artificielle. Par exemple, ça a mis un coup de pression monstrueux sur Google. Ouais. Et en fait, ce qui est vachement marrant là dans toutes les différentes actualités que j'ai lues, Google a fait un très bon trimestre, un dernier trimestre, une très bonne année, mais ils étaient obligés quand même de dire dans leur communiqué, oui, au niveau de l'intelligence artificielle, on se bouge. Pour rappel, ça fait plus de 7 ans qu'on travaille sur l'intelligence artificielle. Donc en fait, ils se sont mis dans une espèce de pression et ils bossent depuis des années dessus, mais ils sont devenus quelque part challengers en fait, parce que Microsoft est arrivé avec une puissance de frappe depuis le début de l'année et avec des investissements massifs, colossaux. L'investissement le plus majeur a été notamment la montée au capital d'OpenAI, 11 milliards. Et beaucoup d'analystes disent aujourd'hui que c'est le deal du siècle, quoi, à la limite. C'est que l'investissement par rapport à ce que ça représente derrière demain pour Microsoft. Mais justement, moi je trouve ça, on a un truc quand on a parlé souvent. Tu vois, on a vu, juste avant, il y a encore un an de ça, on parlait du métaverse. Et c'est marrant parce que, tu vois, on trouvait bizarre que Microsoft, sur le métaverse, il nous sortait le minimum syndical, pendant que Facebook et Google étaient en tout fond dedans. Et on avait souvent eu des débats, dont dans cette émission, mais le métaverse, scam ou réalité, même, hein, est-ce que c'était le scam du siècle ou pas? Et on se rend compte que il y en a peut-être qui ont trop investi dans l'échec du métaverse, là où Microsoft a fait le minimum syndical dans le métaverse, ils ont fait des trucs bien, je ne dis pas qu'ils ont fait des trucs bien, mais par rapport aux autres, et en fait, peut-être Microsoft a mieux joué d'investir dans l'IA, là où les autres mettaient toutes leurs ressources, pas que de l'argent, parce qu'il faut des ressources humaines, mais ont mis toutes leurs ressources humaines dans le métaverse, là où Microsoft a quand même resté dans l'IA, et c'est là que tu vois leur force, c'est qu'ils étaient capables d'être sur 2 fronts à la fois, là où leurs concurrents étaient plutôt monofront, quoi. Ouais, après, c'est qui tout double. Hein. Le choix du métaverse semblait, en post-Covid, ou en tout cas dans le Covid, durant la période Covid, être un choix avisé. A priori, pas tant que ça, il y a un gros recul, on en a déjà parlé, on va pas revenir là-dessus. En effet, je pense que la stratégie de Microsoft a l'air de payer ses fruits, et c'est ça qui va m'intéresser, Kev. Est-ce que tu as quelques... Et d'ailleurs, on a Roger69 qui nous demande si les parts de marché de Bing augmentent en conséquence. Tu as peut-être des infos là-dessus? Non, ça n'a pas augmenté. Finalement, alors je vais revenir depuis le début. Donc déjà, en termes de résultats, le chiffre d'affaires de Microsoft est au-dessus de ce que les analystes avaient eux estimé, parce qu'ils étaient un peu plus, on va dire, retenus par rapport au contexte économique et l'inflation. Donc ça, c'est la grosse info déjà. La grosse info. Déjà, sur le trimestre, ils ont fait presque 56 milliards, là où le marché les attendait sur du 54-55 milliards. Okay. Donc ça, c'est déjà intéressant. Chaque année, Satya Nadella, du coup le PDG de Microsoft, rédige une lettre en fin d'année, une note en fait pour ses investisseurs et qui partagent un peu au monde entier pour dire voilà ce que Microsoft a réussi à atteindre. Chose intéressante déjà, c'est que pour la première fois, c'est que le chiffre d'affaires, plus de la moitié, est généré avec le cloud. Parce que côté Microsoft, il n'y a pas que du cloud. Ils sont aussi... ils buildent du matériel, du jeu vidéo, l'OS, Windows, qui est une grosse partie de leur chiffre d'affaires. Et puis les sujets on-prem historiques. On-premise historique. Il y a encore et compagnie qui se vendent encore beaucoup. Et aujourd'hui, le cloud représente plus de la moitié du chiffre d'affaires. Et ça, c'est en partie aussi lié à tous les investissements qu'ils ont fait côté Azure et toutes les demandes qu'il y a eu autour d'OpenAI, etc. Et du coup, ça a généré pas mal de chiffres. Et cette année, ça a permis... Donc là, on a une bascule, enfin. Il y a une bascule déjà, enfin. Plus de la moitié du chiffre d'affaires est lié au cloud de Microsoft. Ensuite, au niveau de toutes leurs différentes branches, il y a de l'IA à un moment. Donc, sur la partie Modern Work, avec la partie M365, sur la partie sécurité, avec Copilot Sécurité, sur la partie Azure, avec un partenariat historique avec NVIDIA. Mais quand tu dis IA, ça commence. C'est pas ça aujourd'hui qui fait... Alors, c'est pas ça aujourd'hui, mais ça commence. Et la DAF, en fait, côté Microsoft, estime qu'à partir de l'année prochaine, il y a un potentiel que l'IA, juste les services liés à l'IA et ce qu'ils vendent, représente 10 milliards dans leur chiffre d'affaires par trimestre. Donc déjà ça. Par trimestre. Donc ça, c'est déjà intéressant. Des analystes disent qu'à partir de 2024, le marché potentiel pour l'IA, ça représenterait 800 milliards de dollars sur une année. 800 milliards, et que les organisations, en fait,
investiraient à hauteur de 20% en fait de leur budget d'investissement dans l'IA. Oui, c'est la course à la concurrence. Voilà, on a envie de rester. Et Microsoft là-dessus est bien positionné aujourd'hui. Okay. En fait, je vois cette année comme en fait une année où ils ont positionné un peu toutes leurs briques, toutes leurs fondations. Donc là, ils sont prêts pour à partir de 2024. Où là, je pense que la lutte va commencer vraiment de manière beaucoup plus concrète, avec en plus la Generality de Copilot qui est arrivée cette semaine. Et en fait, quand tu vois tout ça, il y a déjà d'autres effets positifs qui sont marqués et qui ont été partagés. Par exemple, Copilot dans la partie Git. GitHub, pour cette année, pour la première fois, a dépassé un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard. Oui. Ça, c'est nouveau. Donc là, c'est un vrai retour. Ça, c'est un vrai retour là, par rapport à l'apport de l'IA. C'est ça. Sur Git, donc c'est un peu plus confidentiel, on va dire. Que, et de la stratégie de Microsoft, un rachat de GitHub. Et en fait, ça porte ses fruits. Donc tu vois que Git, aujourd'hui, c'est plus d'1 milliard de chiffre d'affaires sur le dernier trimestre. Et ça a été accéléré par Copilot dans GitHub, qui compte plus de 1 million d'utilisateurs actifs. Il n'y a pas de débat, a priori, tout le monde dit que c'est extraordinaire. La moyenne qui a été constatée, c'est 50% de gain de temps sur les temps de développement. Incroyable. Sur la partie Bing, de toute façon, ils l'avaient annoncé, ils n'étaient pas là pour à redistribuer les cartes sur les moteurs de recherche. Ils ont dit, écoutez, nous, on a avec nous 1-2%. Si on grappille 1% de plus, on est très bien. Mais on ne dit pas qu'avec la partie Bing Entreprise, on va inverser la tendance par rapport à Google. Mais au moins, ils ont marqué les esprits, ils ont mis un peu Google sur leur garde en disant bon. Et puis ça a marqué les esprits. La communication qui dit en ce moment, vous voulez la dernière version de ChatGPT, GPT-4, c'est dans Bing. On y pense. Enfin, moi, je sais que j'ai le réflexe de me dire, je m'étais installé le service sur Azure et puis derrière, je me suis dit de toute façon, j'y ai accès sur Bing, donc je vais aller faire ma requête. T'as plus besoin de te connecter. J'ai plus besoin d'aller sur le portail Azure. Sur ChatGPT public, ça évite ce genre de bêtises. Donc là, ça marque les esprits côté employé, j'ai l'impression. Et ce qui a l'impression qu'ils ont marqué les esprits avec un produit qu'ils ont ressuscité. Et d'avoir simplifié le Bing Create, qui est maintenant dans le Bing général. Tout est intégré. En fait, il ne fait pas de différence. Tu vois, quand tu vas sur la partie ChatGPT public, tu as DALL-E d'un côté, ChatGPT de l'autre. Quand tu causes avec Bing. à Bing ou Bing Enterprise, dans le chat, parce que c'est deux choses différentes. Ça aussi, je veux bien le glisser, c'est que j'ai vu des clients qui disent ouais mais le chat dans Bing, mes données, machin, bidule, l'éternel débat, voilà. Attention, tu peux avoir dans Bing un Bing Enterprise, le Bing Chat, et donc c'est connecté sur ton login, mot de passe. Et donc les datas sont chez toi, etc. Elles ne sortent pas, elles quittent pas le pays, enfin tout le tralala. Donc ça aussi c'est bien de le rappeler, c'est que dans les entreprises ils reprennent la main. C'est d'éviter que les gens en entreprise ils aillent sur le site public de ChatGPT avec un moteur déprécié. Et pas tous les services, et en plus ça part dans la nature. Et ça vient d'arriver, donc je suis pas sûr que les chiffres aient explosé. Pas encore ça en compte. Pas encore. Là, c'est vraiment, il faut vraiment voir ça comme les fondations. Donc déjà un chiffre d'affaires qui est au-dessus de ce que les analystes disaient. Alors que les autres, les annonces autour de Meta, AWS, étaient plutôt négatives. C'est ça. Donc déjà, Microsoft a un peu sorti son épingle du jeu dans un contexte un peu compliqué. 20 milliards de résultats nets, déjà, en hausse aussi par rapport à l'année dernière. Un marché potentiel à partir de l'année prochaine de 800 milliards autour de l'intelligence artificielle, et Microsoft qui a maintenant toute une artillerie en fait à tous les niveaux de son business. Et il y a quelque chose que j'aime bien, ça va te faire sourire, c'est que Kevin me fait lire en ce moment le bouquin Eat Refresh de Nadella, qui a été sorti il y a quelques années en 2018, qui expliquait comment Nadella changeait la culture. C'était donné comme objectif de changer la culture d'entreprise de Microsoft versus ce qu'on avait connu les 20 années auparavant. Et du coup est revenue cette phrase dernièrement, totalement qu'on retrouve dans la philosophie du bouquin. Il disait, on est passé d'un Microsoft qui disait je sais tout à un Microsoft qui disait j'apprends tout. Donc en plus, malgré un côté leader qui pourrait, on pourrait se dire, ils prennent la grosse tête, on est les meilleurs, etc. Il en profite quand même pour réaffirmer d'un point de vue communication le côté de... Il y a de l'humilité, on redécouvre, l'IA va changer des vies, c'est notre objectif, c'est derrière ce qui rappelle l'impact sur la santé qui vise, etc. Donc ça, on le verra peut-être plus tard, un peu les impacts qu'il y a eu, dur à qualifier aujourd'hui, mais de dire, on fait ça aussi parce que c'est notre stratégie depuis 10 ans, en tout cas depuis qu'il a pris la tête de Microsoft, et on va continuer à apprendre avec l'IA, je trouve ça incroyable. Et ce qui marque le plus par rapport à ta citation-là, c'est quand tu regardes avec quelques années, je crois que c'est plus 5-6 ans à peu près, Microsoft était dans une situation sur le marché du mobile où ils détenaient entre 3 et 5% de part de marché, mais ils ont quand même dit bon, on va y arriver, on va détrôner Apple et Google, on rachète Nokia. Ça a été un investissement qui a été catastrophique comme on le sait aujourd'hui. Aujourd'hui,
l'approche qu'ils ont avec un Bing, ils disent, bon, écoutez, on représente 2%, part de marché 1% sur le moteur de recherche, on pousse ça, on n'a pas la prétention d'eux, mais par contre, ça pose les fondations sur l'intelligence artificielle et on veut être leader. On a une stratégie. Voilà, on a une stratégie, on veut être à la table de ceux qui font de l'intelligence artificielle. Et donc, l'approche est vachement intéressante et je pense que cette année, voilà, au moins les pions ont été positionnés. Et l'année prochaine... Donc, ce qui est intéressant, un petit peu, c'était le focus stratégie d'entreprise. Moi, j'aime beaucoup ça et de se dire, les investissements qu'ils ont commencé il y a déjà quelques années avec OpenAI, qu'on a tous découvert en janvier avec une vraie politique, une stratégie produit, de la doc, tout était prêt. Enfin, même si on voit que tout n'était pas sec, mais au moins c'était prêt. Et surtout, tout de suite, une introduction et une vision produit dans l'ensemble de la suite M365, Power Platform, etc. commence à porter ses fruits. C'est-à-dire que les analystes voient plutôt d'un bon œil ce qui se passe. Les résultats financiers sont là parce que l'éditeur se porte bien. Et du coup, on peut se dire que ça va leur confirmer les investissements à venir. Ils ont eu des beaux noms. Il y a de beaux jours à venir là-dessus. Ils ont eu des beaux noms derrière aussi, tu vois, pour un peu marquer le coup. Ils ont fait un partenariat, pareil, très intéressant avec Mercedes. Oui. Mercedes-Benz pour justement que l'OS de Mercedes qui s'appelle MBUX, qui est présent dans les dernières voitures de Mercedes, qui a une intelligence artificielle qui est déjà impressionnante, puisse bénéficier des services OpenAI hébergés par Microsoft côté Azure pour améliorer l'expérience. Donc c'est Mercedes dopé à GPT. Ça, c'est quand même un gros coup. Si vous pouvez venir sur d'autres constructeurs, parce que moi, je me bats avec mon OK Google tous les jours en me disant qu'il est devenu tellement obsolète quand je l'interroge dans la voiture. Quand tu compares aux réponses de ChatGPT, je pleure tous les jours et j'arrête de le questionner d'ailleurs. Et c'est déjà en POC, en preview, on va appeler ça, aux États-Unis, sur 700 000 possesseurs de véhicules. En tout cas, plutôt positif. On va passer à la dernière news. Il nous reste à peu près 10 minutes maximum. Tu sais faire, Romain, 10 minutes. Oui. Alors, Power Platform, cocktail de news, t'avais pas mal de choses à nous raconter. Ouais, plein de petites choses, mais pour rester dans la logique stratégie d'entreprise, rentrée oblige, même si j'en ai pas parlé avant, le Gartner, globalement, qui vient de publier, entre autres, le tableau de classement des éditeurs low-code, Microsoft. Je parle low-code en général, et de rappeler que les 3 premiers, qui sont globalement en plus pas en parallèle, donc on voit que chacun a ses petites forces et ses avantages, les 3 premiers, c'est Mendix, OutSystem et Microsoft. Voilà. Globalement, il y a d'autres éditeurs sur le marché. Cette info, elle est publique, pour info. En tout cas, le dessin, le rapport entier, non, mais le dessin, le Magic Quadrant, ça s'appelle. Donc ça, voilà, c'est important de rappeler que Microsoft, dans cette stratégie, confirme sa position de leader et qu'il est très bien et qu'il n'a pas à rougir des autres. Voilà. Donc ensuite, deuxième news qui va appeler la troisième. J'adore. Et puis en plus, tout un programme. Tout un programme. La deuxième news, c'est le système. Plus je le pratique, moi je le comprends. Oui. C'est côté Power Automate, donc la partie qui fait des workflows et des processus dans la plateforme low-code de Microsoft. Il y a un système de queue, donc de queue, de fil, qui vient. Et c'est surtout que ça veut dire qu'on va pouvoir vraiment... Aujourd'hui, c'est un peu de la bidouille de faire marcher les workflows, de temporiser, rythmer les différents workflows entre eux. Okay. Donc là, ça, petite révolution, on va avoir toute une plateforme qui sert à orchestrer les workflows entre eux, les faire s'appeler l'un l'autre, et même... workflow au sens là, c'est-à-dire que les RPA, donc les Robotic Process Automation, donc quand c'est des robots qui remplacent un comportement humain ou les workflows d'entreprise, vont pouvoir plus naturellement. Aujourd'hui, les experts techniques ont toujours trouvé une solution on arrive à s'en sortir. Okay. Soyons honnêtes. On n'a pas attendu ça pour le faire, mais là, ça va être beau, propre. Quand je vois comment les architectes ils font des bons sur le plateau, c'est une dinguerie. Suivi de grosse news derrière que je vais essayer de dévulgariser un max, mais sans trop dire de bêtises. Globalement, Microsoft, on a un petit complexe, c'est que quand on travaille en Power Platform, tout est cloisonné dans des espèces de bacs à sable, on appelle ça des environnements. Ce qui se passe dans un environnement, c'est une boîte fermée, plus ou moins. Avec des sujets qu'il y a que quand j'ai une application ou de la donnée dans un environnement et dans un autre, ça cause pas bien ensemble. Okay. Surtout la partie base de données, le Dataverse. Globalement, ce que Microsoft, je vulgarise vraiment plusieurs news d'un coup là, c'est qu'on va pouvoir faire causer ces environnements entre eux. Okay. La façon un peu vulgaire, c'est qu'en fait, on va pouvoir choisir des connecteurs
Donc les connecteurs, c'est ce qui permet de causer avec d'une application low-code, vu que ce n'est que du frontal, elle a besoin d'interroger des données, donc elle se connecte à des données, elle utilise donc des connecteurs. On va pouvoir utiliser des connecteurs d'un autre environnement. C'est-à-dire que je vais pouvoir utiliser aussi carrément un flux Power Automate d'un environnement B depuis un environnement A. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un dataverse dans un environnement. Il va pouvoir se faire envoyer ou transvaser des données vers un autre environnement. Très grosse demande de clients. Je me rappelle quand Microsoft a mis en place un peu le chat entre les équipes produits et les experts de SN. Enfin, nous, par exemple, nous on en fait partie. On y passe toujours de très bonnes nuits à chaque fois. Parce que l'heure américaine oblige. Ça a été la première question qui est arrivée. Moi, je me rappelle à l'époque, première question, bon, bah les gars, c'est super ce que vous allez nous annoncer, mais quand est-ce que je fais causer les dataverses entre eux? Voilà, donc déjà ça. Bon, on est sur la preview, etc. Donc les Power Automate, les flux. C'est là où j'ai passé un peu plus de temps, mais c'est énorme. Voilà, ça, c'est vraiment énorme que ça arrive. Petite blague derrière, Copilot, on n'arrête pas d'en parler. Tous ceux qui font un peu de la tech ou du jeu vidéo, ils voient ce que c'est une patch note, c'est-à-dire tout ce qui a changé entre deux livraisons d'un produit. Copilot va pouvoir les écrire automatiquement dans la Power Platform quand tu vas mettre... Alors, il faut mettre en place plein de prérequis techniques. Faut utiliser du cycle de vie applicatif, donc des pipelines, ce genre de choses. Mais vulgairement, globalement, Copilot, il va regarder ce qui a été le différentiel et il va écrire la patch note. Voilà. Incroyable. Donc ça c'est pas mal. Très drôle. Alors, est-ce qu'on sait, ben non, toujours pareil avec Microsoft, hein, on sait c'est jamais. Quoi la question, Romain? Est-ce qu'on sait quand est-ce que la nouvelle interface Power Automate sera exploitable? Comme d'hab avec Microsoft, hein, au moment où tu as posé la question, ils ont peut-être appuyé sur le bouton, et puis sinon c'est dans 6 mois. C'est toujours compliqué de parler de data avec Microsoft, et en plus avec le cloud, il y a le rollout. C'est-à-dire que on n'a pas la roadmap côté Power Alors, Platform. le problème, c'est que tu as la roadmap, la wave. tu as la wave, tu as la roadmap, et puis ils appuient sur le bouton, il faut que ça se déploie. Et quand tu vois la taille du cloud Microsoft, parfois il y a 3 mois de décalage entre deux clients. Et pour rappel, c'est quoi cette nouvelle interface? Globalement plus joli, plus efficace, intégration plus fonctionnelle. Mon coup de cœur, surtout sur les formules, t'es plus limité à ton petit champ. Non, ouais, voilà, t'as plein de trucs. T'as un vrai bloc-notes pour faire. Ça en fera une démo, ça sera plus simple. Il y a autre petite news qui va dans la suite de Copilot écrit vos patch notes. Il y a de la prévalidation de livraison. Je vous parlais la dernière fois du just-in-time et des approbations par des administrateurs de livraison par des non-développeurs. Voilà, on disait, tiens, on peut se dire, le non-développeur, bon, on le fait bosser dans sa prod, mais maintenant on peut se dire, ok, on automatise du passage d'environnement avec des tech leads, des techniques et des admins qui valident, et là on peut même mettre en place des prévalidations. Donc voilà, donc ça va être super cool aussi. Et enfin, Microsoft, j'avoue que je sais pas d'où c'est sorti. J'aime bien quand il est comme ça. Romain, il a plein de choses à raconter. Cet été, on le voyait un peu moribond. Il n'y a pas grand-chose côté low-code. Et il cherchait les news. Il y en a toujours que et la dernière, c'est plus pour le fun. J'en ai parlé plusieurs fois. Microsoft a sorti plein de nouveaux jeux de composants, les Fluent UI, etc., qui sont beaux mais moins paramétrables. Souvent on nous demande d'ailleurs pourquoi vous n'utilisez pas systématiquement tous les composants super jolis de la Power Platform, parce qu'ils sont jolis mais moins paramétrables. Okay. Attention, je le glisse là discrètement. Mais voilà, et donc avec tout ça, ils ont fait des démos et ils ont construit plein de templates HR, enfin Human Resource, voilà, qui sont jolis. Ça, je les ai vus passer, voilà, c'est très joli, c'est très sympa. Des petits accélérateurs un peu. C'est ça, c'est des petits accélérateurs, des petits boosters. Toujours sympathique. Et il y a encore plein de choses à raconter, mais je m'arrête là parce que sinon je tu n'as pas évoqué mon fameux solution checker. Bah si, c'est ça, prévalidation des solutions. C'est ça le nom. Ouais, moi, j'ai essayé. Il s'appelle le solution checker. J'ai essayé de glisser 2 mots en français quand même, dans tous les gros mots qu'on a dit. Et puis voilà, et puis je pense qu'il va y avoir d'autres news à Ignite qui arrivent bientôt. Et puis dans un mois, le Power Platform Friends Summit, où on sera... qui est donc la grande messe Microsoft Power Platform et Low Code France. C'est les 6 et 7 décembre, et comme d'hab, Expert Time, on a la chance d'avoir plein de conférences. Donc voilà, on a plein de conférences, je vous invite à les regarder. Un moment sympa de retour d'expérience, des clients qui participent, pas mal de partages. Et nous voir en physique, en vrai. Nous voir en physique. Que nos fans, je suis sûr qu'ils sont tellement joyeux. Exactement. Voilà, on sera d'ailleurs en amphi Grand Bleu, pour ceux qui connaissent Microsoft, et les salles de conférence.
Merci Romain pour ce cocktail de news. On a bien fait de l'appeler comme ça, il y avait pas mal de choses. La prochaine fois, on te dédiera un épisode peut-être, si t'es sage. Oh, j'en ai déjà plein sur la chaîne YouTube, on va pas trop monopoliser. Exactement. Bon voilà, c'était donc le petit épisode 8, donc avec les news de vacances. On espère que vous avez apprécié. Encore merci à vous d'avoir participé à l'épisode. Merci à Roger69 ou Roger69. Sans l'accent, pour tes questions, c'est toujours un plaisir d'échanger et de vous écouter, donc n'hésite pas à nous en poser encore plus, on sera ravis d'y répondre. Et puis du coup, on vous donne rendez-vous dans un mois pour donc l'épisode spécial. Moins d'un mois, pardon. 2 semaines, on est déjà en novembre. Dans un mois pour l'épisode 9 et dans moins d'un mois pour l'épisode spécial de l'Ignite, sur lequel on essaiera de couvrir toutes les infos croustillantes. Et un peu plus d'un mois où on aura aussi nos lives au Power Platform Summit. Exactement, mais n'en dévoile pas trop Romain, tu t'avances. C'était un petit teasing. N'hésitez pas à liker la chaîne YouTube, donc cet épisode sera bien évidemment rediffusé. Et puis on vous dit à très vite. Merci à tous. Au revoir. Merci, bonne app.